aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, nous allons vous entretenir de certains éléments de notre prochain guide, dont la sortie est, c'est vrai cette fois-ci, imminente, sur notre guide sur les médicaments dangereux. Aujourd'hui, on se consacre au secteur des soins. Juste avant qu'on amorce l'essentiel du contenu, on va regarder quelques points. La première chose, juste pour vous signifier que la STAS, c'est Association de santé et sécurité au travail du secteur des affaires sociales. Donc, on est une ASP, donc une association sectorielle paritaire, qui offre des services dédiés à la prévention, mais dans 3 axes, des services de formation en présence ou à distance comme aujourd'hui, des services conseils et toute une panoplie, toute une gamme de documents pour vous informer sur les risques et surtout les mesures préventives pour éliminer les risques de lésions professionnelles. On est toute une équipe pour couvrir tout problème qui relève de la santé et sécurité dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, Guy et moi, on vous entretient aujourd'hui du sujet des guides des médicaments dangereux. On est 2 conseillers et on était, je dirais, tout désignés pour s'occuper de la révision du guide des médicaments dangereux. Pourquoi, direz-vous? Ben, d'une part, en ce qui me concerne, parce que j'ai une certaine compétence en hygiène du travail. Dans le cas de Guy, c'est qu'il avait travaillé à la première version du guide, donc très bon point. Et aussi parce qu'au cours des années, il a travaillé à l'aménagement de projets de rénovation de pharmacies dans le réseau, dont peut-être vos établissements ont bénéficié. Donc, je ne pouvais pas m'en sortir autrement. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, on veut en savoir davantage au-delà des sondages de Valérie avec une première question, savoir un petit peu plus en détail, là, quel est votre titre d'emploi? Donc, la parole vous est lancée. Est-ce que vous voyez bien ma question? Donc, quel est votre type d'emploi? Vous avez 7 possibilités, là, encore une fois, en souhaitant que vous vous y retrouviez, là, à travers les 6 premiers titres, mais il y a toujours autre qui est à votre disponibilité. Je pense que c'est plutôt saturé. On peut terminer le sondage. Est-ce que je m'en occupe, Valérie, dont tu le fais? D'accord, merci. Donc, si vous voyez bien, il y a là près 40%, 41% des participants qui sont des infirmiers et infirmières, avec, si on ajoute les infirmières, infirmiers-chefs, un autre 10%, donc la moitié de vous. Pas de préposé ni d'infirmière auxiliaire, malgré qu'il va y avoir des éléments du guide qui concernent leurs activités. On a des gens de l'équipe santé sécurité au travail, donc 15 personnes, quelques pharmaciens, d'autres. Donc, c'est plus difficile ici de commenter. Aujourd'hui, notre présentation, si vous voulez, un compromis, donc à la fois être assez précis pour satisfaire des questions pour des gens qui sont soignants et qui sont en contact direct avec l'administration de médicaments dangereux, mais aussi assez général pour tous les autres dont c'est peut-être leur premier contact avec la problématique des médicaments dangereux. J'espère que tout le monde y trouvera son compte. C'est sûr que quand vous aurez le guide en main, vous pourrez compléter vos besoins d'information. Si vous n'y trouvez pas, vous pourrez nous appeler. Guy, as-tu d'autres commentaires à faire? Non, ça va. Ça te va? D'accord. Donc, si on a une question, cette fois-ci, qui est un peu plus précise, on avait plusieurs personnes qui sont aux soins. On veut savoir de quel secteur vous relevez. Donc, êtes-vous de la clinique d'hémato-oncologie, d'une unité de soins, donc d'un centre d'hébergement, résidence pour personnes âgées, d'un CLSC ou si vous offrez des soins à domicile ou autre.
Ben, il y en a beaucoup qui n'étaient pas du secteur des soins qui répondent. Peut-être quand même. Ah non, Je sais répondu, pas. oui. D'accord, il y en a 46. Non. C'est ça. On a 42 personnes qui n'ont pas répondu, ce qui est assez normal. Je pense que c'est plutôt saturé là, dans les réponses. Valérie, on a peut-être atteint notre plafond. On peut partager le résultat. Donc, le tiers est en clinique d'hémato-onco. Oui. 15% sur les unités de soins. Quelques-uns, 2 personnes de centre d'hébergement. Donc, un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. 8 qui proviennent rattachés au CLSC soins de domicile. Ben, c'est bien de voir qu'il y a, on comprend qu'il y a beaucoup de gens d'hémato-oncologie. On se rappelle que le guide de 2008 était très axé sur la préparation et l'administration de médicaments pour des patients atteints de cancer. Mais vous allez le voir au cours de la présentation que les médicaments dangereux, c'est plus vaste que ça. Alors, il y a vraiment d'autres types de médicaments qui ont le qualificatif ou qui sont considérés comme dangereux. Il y en a quand même, tu vois, c'est dit 18 participants Oui. d'unités de soins, donc Oui. une clientèle qu'on essaie C'est d'aller variable. chercher là, un peu plus, là, effectivement. Effectivement. Bon, on peut passer à Et on la est suivante. au contenu comme tel. Oui. Mhm. Donc, et on va ça va être une présentation un peu ping-pong là, entre Sylvie et moi. On va s'échanger comme ça là, la parole. D'abord, je voudrais régler tout de suite quelque chose, une question que probablement plusieurs ont. Sylvie a parlé tout à l'heure que le guide allait sortir éminemment, mais on a déjà dit ça quelques fois dans le passé. Mais on peut dire maintenant qu'effectivement, c'est dans les prochaines semaines. Il est dans sa phase d'édition, là, si on veut. On a vu il y a quelques jours là, presque sa finalité. Là, donc, ça s'en vient, c'est presque terminé, en fait. Nous, on devra, Sylvie et moi, refaire une dernière lecture de tout ça avant de pouvoir aller le publier. Disons que ça va être un cadeau de Noël en retard. On peut dire ça. Très probablement au début janvier. Alors, ici, là, c'est vrai. Donc, le contenu de la présentation, on y arrive. D'abord, comme je pense qu'on a déjà dit, l'objectif de la présentation, c'est de vous donner un aperçu du contenu du guide, et plus précisément dans sa section là, qui vous touche, donc la partie soins du guide. Vous savez pour la plupart que c'est la deuxième présentation sur 3. Donc, la semaine dernière, on en a fait une axée sur la pharmacie, donc pour ceux qui étaient concernés plus par la préparation des médicaments. Et la semaine prochaine, ça sera au niveau d'hygiène et salubrité et buanderie. Donc, ce qu'on va voir dans la mise en contexte ici, on veut dire, on parle ici de ce qui a justifié là, la révision du guide, hein, pourquoi on a révisé le guide, on va vous faire un aperçu. On voulait vous présenter les membres du comité de travail qui sont les responsables là, de l'élaboration de ce nouveau guide. Ensuite, on vous présente la structure du guide qui est, dans le fond, le reflet là, du circuit du médicament. On va vous donner un aperçu général. Et donc, après, on parlera comme tel des catégories de médicaments dangereux, donc leur définition et les symboles qu'on pourrait utiliser pour arriver là, aux recommandations. On vous donne un aperçu. On a fait un choix de certaines recommandations. Peut-être, ici, on les appelle les principales recommandations. Mais bon, on a dû faire un choix parce que, je ne sais pas, on ne les a pas comptés, mais il y en a des centaines. Alors ici, on vous propose des recommandations qui sont plus générales, mais aussi on a fait ressortir celles qui étaient plus près du secteur de l'hébergement, des soins prolongés, un secteur qu'on a voulu là, tenir compte plus dans cette nouvelle version de guide. Même chose au niveau des CLSC soins à domicile. On voulait aussi vous terminer en vous parlant de nouvelles propositions de NIOSH 2020, de la liste là, de NIOSH 2020. On
on verra plus en détail tout à l'heure. Puis, on terminera en espérant avoir peut-être une quinzaine de minutes à vous offrir en termes pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, bon, alors, la première version du guide qui date de 2008, donc ça fait déjà un bon petit bout de temps. Et puis, étant donné que le guide, nos recommandations prennent pour acquis la liste de NIOSH telle qu'elle, elle a eu des modifications d'année en année, là, depuis, donc il y a eu une révision en 2010, en 2012, en 2014 et en 2016. Il y a des médicaments qui se sont ajoutés, il y a des médicaments qui ont été retirés, donc il y avait quand même une mise à jour à faire par rapport à ça. Et en plus, en 2014, NIOSH a modifié sa liste avec 3 catégories. Donc, il y avait comme un décalage entre nos recommandations qui n'étaient pas associées à 3 catégories de médicaments, donc ça exigeait une mise à jour importante. Ensuite, je reviens en arrière. OK. Il y a d'autres raisons pour réviser le guide. Bon, d'abord, on voulait mieux couvrir certains secteurs qu'on avait peut-être négligés dans la première édition. Donc, ce qui concerne les préparations de médicaments non stériles, c'était assez peu touché. Et des secteurs comme les soins prolongés aussi, qui étaient un peu peut-être négligés. Il faut dire que depuis 2008, dans les soins prolongés, il y a eu quand même aussi de plus en plus de présence de médicaments dangereux. Il fallait aussi mettre à jour en fonction des connaissances et d'expériences des 10 dernières années qui se sont améliorées. On a besoin d'améliorer l'application des mesures de prévention dans certains secteurs. En fait, plus on s'éloigne des pharmacies, moins bien étaient appliquées nos recommandations. Donc, on veut réinsister pour rejoindre ces secteurs-là. Et puis, il fallait aussi se mettre en concordance avec certains autres organismes. Plus près de nous, il y a eu l'apparition 2012 et 2014 de normes sur les médicaments dangereux, stériles et non stériles. Donc, ça, c'était important de se mettre à niveau avec eux. Il y avait des nouveautés aussi par rapport aux normes américaines, l'USP 800. Et encore plus près de nous, le guide du ministère sur l'aménagement des pharmacies en préparation stérile. Remarquez que la plupart ou la grande majorité de ces références-là touchent plus particulièrement la pharmacie, mais avec des répercussions sur les soins et sur l'administration des médicaments. Bon. À toi, Sylvie. J'attrape la balle. Oui. Alors, ici, on veut vous présenter un peu la démarche qu'on a suivie qui a mené à la révision de notre guide. D'une part, pour vous dire, oui, c'est un travail de longue haleine. On l'a amorcé un peu avant 2016, mais en 2016, on a procédé à une revue intensive de la littérature dont vous aurez accès dans les prochaines semaines via Zotero. En 2017, on a constitué un comité de travail. Ici, vous voyez la portion des soignantes qui ont composé notre comité, qui regroupait des gens, des ressources qui étaient impliqués dans leur quotidien avec les médicaments dangereux. À cette équipe-là s'adjoignait une équipe provenant du secteur de la pharmacie. Donc, c'est avec tous ces membres-là, avec des rencontres régulières, avec un travail soutenu, sérieux, engagé de toute cette équipe-là qu'on est arrivé à produire le guide dont vous verrez bientôt le produit final. Mais Guy et moi, on est tout à fait convaincus que sans la collaboration de tous ces gens-là, on aurait, souvent sur une base bénévole, on n'aurait jamais arrivé à produire la qualité du travail que vous pourrez apprécier bientôt. Le travail a amené, peut-être certains d'entre vous avaient été consultés d'ailleurs, en 2018, on a soumis la version de l'époque à une quinzaine d'organismes experts pour avoir leurs commentaires. On en a reçu plus de 1000 et on les a traités avec autant de sérieux, un par un, puis on a intégré tout ce qui était possible dans la version du guide qui a cours maintenant. Donc, je vais prendre la peine de nommer ces organismes-là. On avait l'Association des buanderies-lingeries
des affaires sociales du Québec, ça c'est la BLASC, l'Association des infirmières en oncologie du Québec, vous connaissez sûrement la KIO, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, la PES, l'Association en hygiène salubrité en santé, ça c'est la HSS, la QATP qui concerne l'Association en fait québécoise des assistantes techniques en pharmacie, le Collège des médecins, le Comité de l'évolution de la pratique des soins infirmiers, le CEPSI, le Comité de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques, l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, à travers leurs médecins du travail et leurs hygiénistes, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, c'est l'IRSST, le ministère de la Santé et des services sociaux à travers 3 directions, donc la direction de l'expertise, de la normalisation, la direction de la santé des personnes et du développement organisationnel, direction générale adjointe des ressources humaines du réseau, aussi la direction du génie biomédical et de la logistique, l'approvisionnement, et 2 ordres, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec. Donc, une consultation qui a été très prolifique et qui a permis de bonifier notre première version. Sylvie, quelque chose à ajouter? Oui, Guy, vas-y. Combien de commentaires on a eu? Combien de commentaires qu'on... On les a regardés un par un, plus de 1000 que je disais tout à l'heure. Ouais. Et oui, donc traiter sur tous les sujets, on a pris la peine de regarder en comité et d'intégrer autant que possible dans le guide. Donc, merci encore aussi pour la collaboration de tous ceux et celles qui ont contribué à leur façon au guide. Au terme de l'exercice, on a produit un guide. Je vais vous montrer la table des matières tout à l'heure, mais comme disait Guy tout à l'heure, on a essayé de couvrir avec nos recommandations l'ensemble du circuit du médicament, un peu comme dans la version aussi de 2008. Vous avez ici reproduit de façon schématique ce circuit-là. Vous avez tout en bas dans le rectangle rouge ce qui concerne l'administration ou la préparation peut-être à compléter par les infirmiers et infirmières. Donc, que ce soit qu'on administre en centre hospitalier, à domicile ou au CLSC. Mais en amont de ça, bien, il y a des gens qui ont reçu les médicaments, donc si je prends ma petite flèche, qui ont reçu les médicaments ou qui, au secteur de la pharmacie, qui en ont fait la réception, la préparation et l'entreposage temporaire avant qu'il y ait une livraison, donc un transport vers les unités concernées. Vous retrouvez de part et d'autre des activités qu'on peut retrouver à chacune des étapes du circuit. À gauche, tout ce qui concerne l'entretien, le nettoyage, la décontamination des lieux, des surfaces. Et à droite, la gestion des déchets et des excréteurs ou du linge souillé, qui sont des activités tout aussi importantes, quand notre objectif premier, c'est de minimiser la contamination des lieux pour que les lieux de travail soient le plus sains possible pour les gens qui y travaillent. Si on regarde au niveau du guide, vous avez ici la table des matières. J'espère que vous en voyez les principales composantes. À gauche, c'est les 2 premiers chapitres qu'on recommande à toute personne qui est concernée de près ou de plus loin par la gestion des médicaments dangereux de consulter. Le chapitre 1, parce qu'il présente vraiment les fondements de toutes les mesures préventives qui sont préconisées. C'est dans cette section-là qu'on élabore quels sont les risques d'être exposés, qui sont les personnes pouvant l'être, c'est quoi les principales voies d'exposition, et quelles sont les études récentes qui recensent la présence de médicaments dangereux dans les milieux de travail. Le chapitre 2, lui, explore ou présente les grandes classes de mesures de prévention, en commençant par toute l'importance d'avoir un comité responsable de la gestion dans vos organisations des médicaments dangereux, d'avoir un programme qui décrit bien les activités qui doivent être menées, parce que c'est facile sinon d'être perdu, puis il faut faire un suivi de tout ça. Mais c'est là-dedans que vous retrouverez aussi des informations sur la formation, sur l'analyse de risque, qui est un peu plus étoffée que dans l'ancienne version, parce qu'on s'est inspiré des Américains avec USP 800. Vous y trouverez aussi de l'information sur les modes de surveillance, des informations sur le retrait préventif de la travailleuse enceinte qui allait, des informations plus étoffées pour les équipements de protection individuelle avec 3 grands tableaux plutôt, puis
un ensemble de descriptions de ces mesures, des équipements-là, et on y aborde aussi la durée des précautions. À droite, vous retrouvez les chapitres qui concernent plus encore, une fois, les secteurs selon le circuit du médicament. On commence par la pharmacie, dans l'encadré rouge des activités de soins, puis après, hygiène, salubrité, buanderie et quoi faire en cas de déversement. On a subdivisé les chapitres des soins. Le chapitre 4 décrit en détail les modes d'administration de médicaments dangereux pour la clientèle hospitalisée ambulatoire. Donc, c'est important de s'y référer, mais vous retrouverez des particularités pour les soins d'hébergement, résidence personnes âgées, CHSLD dans le chapitre 5. Et dans le chapitre 6, tout ce qui gravite autour des CLSC et des soins à domicile. D'accord. À toi la parole. Donc, ici, un aperçu général là, des modifications puis ce qui a été conservé comme auparavant. Donc, si on regarde ce qui a été conservé, on vient de parler là, des 2 premiers chapitres qui sont communs à tous les secteurs, donc c'est toujours là. On conservait aussi l'usage du doit, devrait et peut. Donc, nos recommandations sont qualifiées là, selon d'abord l'importance que le comité accordait à la recommandation, ou encore parce que aussi ça correspondait à une norme. Donc, dans ces cas-là, on utilise le doit, alors que dans certains cas, là, on pouvait admettre une certaine flexibilité là, dans l'application de la recommandation. On parle surtout de situations avec les médicaments du groupe 2. Bien qu'on veut que ça soit couvert de la même façon que les médicaments du groupe 1, on utilise parfois le devrait pour laisser une ouverture à faire autrement, disons, tout en s'assurant d'une certaine sécurité. Et on l'associe, j'en reparlerai tout à l'heure, mais au concept d'analyse de risque. Et le peu étant aussi, bon, à un niveau encore un peu inférieur là, au niveau de l'importance qu'on donne à la recommandation. On utilise toujours l'approche par précaution. Il faut savoir là, que les médicaments dangereux, on n'en connaît pas de limite d'exposition acceptable, comme pour certains produits chimiques. Donc, on vise évidemment 0 exposition. Et quand, en général, on est un peu dans le doute, on use de précautions. Autrement dit, on aime mieux en faire plus que pas assez. Donc, ça, c'est toujours là, c'est toujours présent. On a toujours précisé les équipements de protection individuelle en fonction de l'activité, sauf qu'on est allé encore un peu plus loin. On verra, on a beaucoup plus de précision par rapport à ça. On a ramené encore, avec une certaine mise à jour, les recommandations sur l'aménagement. On parle surtout ici là, de la pharmacie d'oncologie. Donc, dans les nouveautés, là, quelques points saillants par rapport à ça. Bon, évidemment, les 3 catégories de NIOSH sont maintenant inclus là, dans le nouveau guide. On a essayé d'uniformiser la structure d'un secteur à l'autre. Les sous-chapitres sont assez identiques d'un secteur à l'autre lorsque c'était possible. Ensuite, on a fait des chapitres distincts pour les soins prolongés et pour le CLSC. On a une plus grande considération là, des médicaments non stériles. Alors, le 2008, c'est beaucoup axé sur les médicaments stériles dangereux, avec peu sur le non stérile. Donc, on a beaucoup plus là, de recommandations qui touchent ce secteur-là. On parle ici de magistral et de forme finale là, de médicaments dangereux. On a modifié un peu la durée des précautions pour les excréteurs, on y reviendra. On a introduit le concept d'analyse du risque pour laisser une méthode pour trouver d'autres façons de faire que celles qu'on recommande, là, dans certains cas, de sécuriser la manipulation du médicament dangereux. On a ajouté une façon de sécuriser la manipulation du médicament dangereux. On a ajouté des éléments d'aménagement aux autres secteurs que ceux de la pharmacie. Quand c'était pertinent, on a ajouté quand même plusieurs recommandations là-dessus. Et on a aussi
étoffer un peu plus ce qu'on appelle encore les conseils aux patients et à son entourage, et ça à tous les secteurs. Bon, alors, un peu plus précisément, si on regarde là, la structure de chacun de ces des chapitres 5 et 6, donc au niveau des soins, CHSLD, ça inclut aussi les résidences personnes âgées. On a gardé un peu la même structure que pour la pharmacie, avec une première section sur l'aménagement et une section principale, c'est le cœur du chapitre sur les pratiques sécuritaires et en tenant compte là, du circuit du médicament. Donc, on part de la réception et ça finit par l'entretien du lieu. Je ne vais pas trop en détail là-dessus. On parle ici aussi de conseiller au patient et son entourage. Au niveau du CLSC, ce que je veux faire remarquer ici, c'est qu'on a divisé en deux ce qui touche le CLSC. D'abord, ce qui est les activités là, ou qui est fait aux locaux comme tel du CLSC. En fait, c'est les services courants. Je pense qu'on n'avait pas un seul mot là-dessus dans l'ancien guide. Donc, on a séparé ça, puis on fait la distinction avec ce qui est fait à domicile. À domicile, bon, évidemment, on inclut l'aide à l'administration du médicament, mais aussi les autres soins et services qui sont donnés à domicile. Je vais un petit peu plus vite, Sylvie, étant donné l'heure. OK. Oui. Alors, c'est quoi un médicament dangereux? Alors, dans le guide, on n'a pas réinventé la roue, on a utilisé les définitions du NIOSH, qui est le National Institute for Occupational Safety and Health, qui produit les guides que Guy a parlé tout à l'heure, et qui est l'équivalent de l'IRSST américain. Alors, un médicament, pour eux, est considéré dangereux s'il répond au moins à une des définitions suivantes. Donc, il y a au moins une des propriétés suivantes. C'est un médicament qui est soit cancérogène ou qui est reconnu pour sa toxicité du développement ou encore qui est toxique pour la reproduction, donc par exemple qui aura un effet sur la fertilité ou l'amortinaissance, qui peut avoir une propriété d'être génotoxique, donc atteinte au bagage génétique, ou encore qui est toxique pour un organe mais à faible dose, ou en tout dernier lieu, qui a une structure ou un profil de toxicité qui est similaire à un médicament dangereux qui est déjà dans la liste. Donc, on parle ici de danger, donc de propriétés intrinsèques des molécules, ce qui est différent du risque où on tiendra compte à la fois du danger et aussi des conditions d'utilisation. Je pense que c'est une précision qui est importante à faire. Comme Guy a dit tout à l'heure, le NIOSH, en 2014, il a proposé de diviser cette liste-là de médicaments dangereux que vous pouvez toujours trouver sur Internet, sur leur site, là. Il l'a divisé en 3 groupes. Un premier tableau qu'on a appelé, nous, les médicaments du groupe 1. Un deuxième, on va voir les définitions, là, qui regroupe des médicaments considérés groupe 2. Et un troisième tableau de médicaments qu'on a appelé, nous, les médicaments du groupe 3. Donc, il faut retenir que nous, on a pris leur définition, on a retiré ni ajouté aucun médicament de leur liste et on a changé aucun médicament de classe, même si parfois, par exemple, il y avait des médicaments du groupe 2 qu'on aurait pu vouloir, compte tenu de leur toxicité, mettre dans le groupe 1. Petit quiz pour vous. Étiez-vous au courant que NIOSH propose depuis déjà un certain temps 3 catégories de médicaments dangereux? Alors, je vais partager les résultats. On a à peu près les 2/3 de nos 123 participants qui ont voté. Donc, voilà. Et comme... c'est quasiment à part égale. Entre le oui et le non. D'accord.
Alors, ça a été un gros travail, ça, dans le guide, de faire des recommandations distinctes pour les 3 catégories. Donc, vous allez en retrouver dans le guide qui sont associés avec la nuance des termes, entre autres, de doit et devrait. Et Donc, probablement, si on Sylvie, revient à la... Oui, probablement que ce qui est fait dans bien des cas, c'est qu'on a seulement la catégorie médicaments cytotoxiques qui est identifiée et qu'on gère. Peut-être avec certaines exceptions là, de médicaments plus reconnus dangereux là, qui ne sont pas nécessairement de catégorie 1, là, mais ça correspond pas mal à ce qu'on pensait. Oui, effectivement. Toute la pertinence de la mise à jour là, du guide. Donc ici, vous avez nos 3 groupes de médicaments dangereux, ici qu'on parlait tout à l'heure, donc G1, G2, G3. Le BCG qui appartient au groupe 1, mais dont NIOSH associe les effets ou les risques comme un risque infectieux. C'est pour ça qu'on l'a mis, vous verrez dans notre guide, presque toujours à part, avec les recommandations particulières. Vous avez ici les symboles qu'on vous propose. C'est une proposition pour bien identifier les différentes catégories de médicaments dangereux. C'est tiré de ce qu'on a observé déjà intégré dans certains des établissements du réseau, mais c'est une proposition. Ça pourrait être des chiffres aussi, 1, 2, 3. Mais je pense que le message important qu'on voudrait passer, c'est que ce serait intéressant que ce soit uniformisé à travers les établissements pour faciliter la communication des risques. Donc, je veux aussi aller un petit peu rapidement. Le symbole cytotoxique, vous le connaissez probablement, il est associé au G1. Le G1, c'est que la plupart des médicaments antinéoplasiques sont des G1, là, donc la fameuse classe 10 de la HFS, si vous la connaissez. Pour les G2, on a retenu un symbole, je ne sais pas si vous voyez bien, un point d'exclamation avec le mot précaution. Exclamation, c'est utilisé en SIMDUT. Ça regroupe donc des médicaments qui ne sont pas antinéoplasiques. C'est des non-antinéoplasiques, ça a l'air fou à dire, là, mais qui répondent au moins à un critère de dangerosité qu'on vient de voir. Le 3e groupe, si vous voyez bien, c'est une femme de profil enceinte. Donc, ça regroupe les médicaments qui ont été reconnus comme comportant un danger pour la reproduction ou pour la femme enceinte. Il faut savoir ici que les médicaments qui sont classés dans ce groupe-là, la plupart sont basés sur des études dont les effets ont été mesurés ou observés à partir de doses thérapeutiques, même parfois administrées à des femmes enceintes, ce qui est quand même différent de l'exposition professionnelle qui est caractérisée par des doses vraiment différentes, plus petites, d'autres modes d'exposition et peut-être avec des expositions répétées là, dans le temps. Oui, donc on a pris évidemment l'utilisation intégrale de la liste de NIOSH 2016 qu'on vient de voir avec les 3 catégories. Nos recommandations sont, tantôt je vous parlais là, du doigt devrait, là, donc comme je vous disais, généralement le doigt va s'appliquer aux médicaments du groupe 1 et bien qu'on devrait traiter de la même manière les médicaments du groupe 2, on utilise souvent le devrait à ce moment-là pour laisser une ouverture, là, une flexibilité là, dans l'application des mesures de protection. Donc, avec toujours là, comme outil l'analyse du risque qui peut être fait là, pour évaluer le risque et donc déterminer des mesures de prévention plus adaptées. Surtout ici, là, je voulais qu'on s'attarde sur les fameux médicaments du groupe 3. La façon dont on a géré là, cette catégorie-là, c'est que nos recommandations sont d'abord pour que les personnes, les travailleurs, travailleuses qui le manipulent évitent de contaminer l'environnement, le milieu de travail, un milieu de travail qui pourrait être côtoyé par des personnes, ici j'ai utilisé le terme vulnérable, on a utilisé le terme vulnérable, mais donc les femmes enceintes par exemple. Donc, en général, si on n'est pas enceinte, ça, on n'a pas besoin de se protéger plus que pour un autre médicament régulier.
mais c'est surtout pour éviter justement de contaminer l'environnement. Et pour ce qui est des personnes qui sont vulnérables à ces médicaments-là, soit qu'ils évitent de les manipuler ou soit qu'ils se protègent en conséquence. Donc, on ne prend pas position sur le fait qu'une femme enceinte devrait ou non manipuler et travailler avec un médicament du groupe 3. Ça, c'est géré par le programme de maternité sans danger. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, si la décision était que oui, la femme peut les manipuler, on propose une façon de se protéger. Donc, l'information est disponible. Là, puis on parle beaucoup, évidemment, d'équipements de protection individuelle. On a quand même identifié aussi des activités où elle ne devrait pas le faire parce que c'est, en général, c'est des activités qui pourraient être faites facilement par d'autres personnes. On pense au déversement, par exemple, accidentel d'un médicament de groupe 3. On ne verra pas la pertinence de mettre une femme enceinte dans cette situation-là. Donc, voilà. Ensuite, plus précisément, notre dernier petit sondage, on voulait savoir si les médicaments dangereux de votre établissement sont identifiés selon les 3 catégories. Donc, j'imagine, pour ceux qui ne le savaient pas, vous ne pourrez pas répondre, mais ceux qui savaient, qui connaissaient les 3 catégories de NIH, est-ce que vous êtes capable de dire si, chez vous, on en tient compte actuellement? Donc, si on a mis à jour les procédures et l'identification des médicaments selon les 3 catégories. On va vous laisser répondre à ce sondage. On a encore une 50aine de personnes qui n'ont pas répondu. Ouais. Bon, je vais terminer le sondage. Quand même, tu vois, Sylvie, on a 10%, 11% là, qui l'ont fait, qui auraient fait le virage, là, si on veut. Ici, partiellement, un autre presque 10% aussi. Bon, alors ça, c'est l'exemple que les autres devront suivre, en fait, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, peut-être qu'il y en a plus que ça, parce qu'il y en a quand même une partie qui ne savent pas là, dans leur établissement. Bon, à notre connaissance, Et pour être honnête. Oui, c'est dit. Donc, je dirais que pour être honnête, il y a quand même un certain nombre de personnes qui communiquaient avec nous, qui disaient « On attend votre guide ». Oui, c'est ça, avant de procéder. Le virage. Alors, ça s'en Ouais, vient. OK, alors on peut revenir à la présentation. Bon, alors, OK, on va vous donner donc des exemples ou plus précisément certaines recommandations là, du guide. Bon, concernant l'aménagement, à la salle de traitement, on parle vraiment de la salle de traitement là, dans un département là, ambulatoire, némato-onco. Bon, rapidement comme ça, c'est un peu en vrac là, les recommandations qu'on vous propose ici. Bon, on dit que les salles devraient être réservées aux patients qui sont traités avec les médicaments dangereux. On ne souhaite pas, évidemment, qu'il y ait un mélange de types de clientèle. Juste d'un point de vue là, de l'organisation du travail, c'est beaucoup plus simple aussi, là, mais en fait, si on veut limiter les zones potentielles où on contamine avec les médicaments dangereux. Ça prend, c'était déjà là, il faut dire anciennement, là, des lieux qui sont bien ventilés, avec une évacuation à l'extérieur, les douches d'urgence à proximité,
souvent qui sont entre le lieu d'administration et la pharmacie satellite là, qui prépare les médicaments. Des salles de proximité pour les repas de personnes, donc à l'extérieur, mais évidemment à proximité. Ici, c'est pas indiqué, mais les salles de toilette, on veut que les salles de toilette soient dédiées aux patients traités, que ça ne serve pas aux visiteurs, que ça ne serve pas au personnel. Ensuite, dans les unités de soins, on a aussi mis quelques recommandations sur l'aménagement. Alors, les chambres simples qui devraient être réservées, des secteurs d'unités qui devraient être réservés à des patients qui sont traités. Il y a des centres hospitaliers qui se réservent là, certaines parties d'unités pour des patients qui sont traités, entre autres en hémato-onco, hospitalisés. Un peu la même idée d'éviter de partager, par exemple, les salles de toilette entre les différents types de clientèle. Ce que je viens de dire là, c'est surtout vrai pour les médicaments du groupe 1, mais on devrait aussi suivre à peu près les mêmes recommandations pour les médicaments là, du groupe 2. Là-dedans, il y a beaucoup de... Il faut considérer l'application des recommandations pour que ce soit facile à faire. Donc, c'est d'avoir tous les outils, je pense à des contenants à déchets, les EPI, les façons de procéder particulières qui sont associées à des patients qui sont traités avec des médicaments dangereux. Si on peut les regrouper, ça facilite évidemment beaucoup les opérations. Ça simplifie évidemment l'organisation du travail. Je vais passer à la suivante. Sylvie. OK, on est allé trouver. Oui. Si on poursuit avec les circuits du médicament, vous allez retrouver des exigences qui concernent la réception et l'entreposage sur vos unités des médicaments dangereux. On a rappelé quand même les exigences que devrait respecter la pharmacie qui est responsable de la livraison de vos médicaments, que ce soit en termes d'étiquetage, en termes de contenant de transport et de contenant primaire et secondaire du médicament. L'idée, c'est que vous soyez bien informé que vous êtes en présence d'un médicament dangereux et à quelle catégorie il appartient, puis que vous ayez en main des contenants qui soient le plus propres possible pour minimiser votre exposition ou la contamination des surfaces environnantes. Au niveau de l'entreposage comme tel, nos recommandations sont valables là, pour tout lieu là, où on administre un médicament dangereux. Vous allez en retrouver, donc ça aussi, on en a tiré quelques-unes, non pas au hasard, là, vous aurez le détail plus élaboré là, dans le guide. Mais par exemple, on recommande fortement que les médicaments dangereux soient entreposés immédiatement dès leur réception pour, encore une fois, minimiser de contaminer les surfaces environnantes et que vous ayez des zones distinctes pour les G1 et idéalement aussi pour les G2 pour les mêmes raisons. Et que s'il arrivait par inadvertance un bris pendant que vous faites ces opérations-là, manipulation, bien que vous ayez une trousse de déversement à proximité. Au niveau de la préparation puis l'administration comme telle des médicaments, on a scindé nos recommandations selon que l'administration est faite par voie parentérale, donc tout ce qui n'est pas digestif, que ce soit par intraveineux, sous-cutané, intramusculaire, inhalation ou chip, mais il y en a d'autres. Chip, c'est pour l'intrapéritonéal, quand le médicament est chauffé, là, et ça se passe au bloc opératoire. Distingué des voies entérales ou orales, donc des administrations par voie solide ou liquide, là, qui étaient peu développées dans l'ancien guide. Donc, on a des recommandations séparées pour la préparation de l'administration, même si on sait que le découpage est parfois subtil entre les deux activités que vous faites de façon contiguë. Mais le message principal qu'il faut retenir, c'est que notre souhait, c'est que vous ayez en main les formes prêtes à administrer et que ce soit exceptionnel que vous ayez à faire des préparations sur place. Mais étant donné que c'est possible, vous allez retrouver dans le guide des recommandations, donc des mesures particulières avec
recommandation de faire une analyse de risque si vous aviez, par exemple, à écraser un médicament ou si on est intraveineux, à poser une tubulure et faire le vide d'air. Si on regarde plus en détail, des techniques pour préparer les intraveineux, l'idée principale, c'est que les contacts soient éliminés avec les solutions qui contiennent des médicaments dangereux. Ça implique que la tubulure soit installée à la pharmacie. Donc, on souhaite que c'est déjà le cas dans vos organisations. En tout cas, on utilise le doigt pour un G1. Que le vide d'air devrait être fait à la pharmacie. Bien sûr, qui peut être fait à l'unité, mais après une analyse de risque. Que le retrait du dispositif soit en entier après avoir rincé une certaine portion. On détaille aussi 3 techniques pour préparer les intraveineuses. On avait déjà présenté dans l'ancien guide la méthode par rétrograde pour faire le vide. C'est sûr que ça peut se faire pour un G1, G2 ou un G3, mais c'est la seule qu'on recommande pour un médicament qui appartient au groupe 1, où on travaille par gravité avec une solution compatible. La deuxième méthode, la technique B, c'est si la pose de tubulure n'a pas été faite à la pharmacie pour un G2 ou un G3, on explique comment faire le vide d'air avec une solution compatible et pose la tubulure. Alors que la troisième méthode, on la réserve vraiment pour un G3, où vous auriez un soluté, mais sur lequel vous devez poser un tube, la tubulure et faire le vide d'air avec une solution compatible. Et là, vous auriez à injecter à la toute fin le G3, là, je pense que vous utilisez souvent le terme spiké, là, à travers le sac de soluté avec une aiguille, idéalement, d'une seringue sans aiguille. Dans la préparation, vous allez retrouver des recommandations qui concernent la manipulation des pompes sur les tubulures secondaires là, qui sont rattachées à un contenant ou qu'il y a une seringue. On recommande fortement que ça demeure en place après l'administration. Donc, on ne désaboute pas pour éviter la production de fines gouttelettes dans l'environnement immédiat. Si vous administrez par push, de faire le vide d'air ailleurs que sur les lieux d'administration. Toute l'importance d'avoir à proximité une trousse de déversement. Et si vous échappez quelques gouttes, c'est important de les ramasser en utilisant les bons produits, en suivant votre protocole et avec les bons équipements prévus à cette fin-là. Voilà ce que je dirais à ce stade-ci. Sylvie, je voulais juste remercier les infirmières qui ont été bien patientes pour nous expliquer toutes ces méthodes-là qu'on n'a pas compris du premier coup, mais qu'on ne comprend pas complètement non plus encore aujourd'hui, mais en partie, disons, on est capable de dire ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc, le détail que vous allez retrouver dans le guide, ce n'est pas au niveau procédural, mais il y a plus d'informations que dans les versions précédentes pour préparer les IV. Là. Il y a eu un souci de vous en donner davantage. Tu as bien raison, Guy, à ce sujet-là. Oui. Au niveau entéral, on ne couvrait pas beaucoup dans l'ancien guide. Donc, tout ce qui s'appelle des solutions ou des comprimés. Le message principal pour les G1, c'est qu'ils doivent être préparés à la pharmacie et distribués dans une forme qui va vraiment limiter vos manipulations. Ça veut dire qu'on vous livre des capsules, des comprimés, puis si la dose doit être réduite, un comprimé déjà coupé. C'est sûr qu'on sait que ce n'est pas toujours possible, donc le guide il donne des précisions pour réaliser comment la pharmacie, la forme morale pour donc une forme liquide là, peut être préparée. Si ce n'est pas possible, des fois c'est en raison de la dose, de l'urgence ou de la stabilité du médicament, il faudra que ça soit fait par l'infirmière, mais comment ça devrait être fait pour que ça soit sécuritaire, de comment on dissout le médicament. Ici, en mesure ultime, il faut absolument donner sous une fine poudre, mais comment ça peut être écrasé. Mais c'est vraiment, dans notre guide, le message, c'est vraiment que c'est une mesure exceptionnelle. Il faut le faire dans une zone réservée pour ça, à l'écart de la circulation, avec un champ absorbant, porter les bons EPI,
du matériel dédié, en tout cas je dis tout ça, mais c'est surtout pour les G1, parce que l'idée c'est de travailler le plus proprement possible pour vous protéger vous-même, se protéger avec des API, puis nettoyer notre zone après. Alors c'est quand même une activité qui a un risque de disséminer du médicament dans l'environnement à proximité. Juste pour ajouter, l'écrasement des comprimés, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en soins prolongés. C'est une activité qui devra être revue dans ces services-là, en fonction de ce qu'on recommande. Et ici, ce qu'on voit, c'est un tableau d'équipement de protection individuelle. C'est un exemple qu'on voulait vous montrer. Il y en a près d'une quarantaine de ces tableaux-là qui proposent en fonction de différentes activités et des formes pharmaceutiques, quel type d'équipement de protection on doit porter. Alors ici, si on prend cet exemple-là ici pour l'administration entérale, vous avez deux activités qui ont été proposées, la préparation avec manipulation simple et une préparation avec une manipulation complexe. Je ne vais pas dans les détails, mais pour la première, par exemple, où c'est des comprimés ou des capsules intactes, ben, il y aurait, en fonction de chacun des groupes que vous voyez, là, G1, G2, et pour le port du gant, blouse, protection faciale et respiratoire, il n'aurait que des gants à porter. Alors, on voit pour le groupe 1, le chiffre 1, C, donc pour conforme, donc c'est une paire de gants conformes. Et pour les G2 et G3, une paire de gants réguliers. Alors, les mêmes gants qui sont portés normalement. Si on prend la deuxième activité, celle qu'on a qualifiée de manipulation complexe, par exemple des comprimés aux capsules non intactes, fameux écrasement, par exemple, si on était encore obligé de le faire, du reconditionnement de liquide oral, du tube de gavage, une forme topique. Donc, vous voyez, c'est des formes qui sont plus à risque d'exposition. À ce moment-là, on aurait pour le groupe 1 apporté 2 paires de gants conformes, une blouse conforme, et la protection faciale et respiratoire, c'est selon la situation. Entre autres, si évidemment il y a un risque d'éclaboussure, ce ne serait pas un non, mais ce serait un oui. La plupart de nos tableaux sont annotés comme ça, où on ajoute de l'information et des nuances par rapport au pas ou non de l'EPI. Et pour le groupe 2, ben, ce serait simplement une paire de gants réguliers. Pour le groupe 2 et groupe 3, une paire de gants réguliers et une blouse régulière. Bon, maintenant pour dans nos chapitres soins, on a administration des médicaments, puis on a une section aussi qu'on a appelée autres soins, qui est essentiellement là, presque exclusivement des soins d'hygiène, parce que c'est ceux qui sont les plus à risque d'exposition, parce qu'on parle ici d'excréta, qui représente un risque. Donc, ce qu'on considère tout médicament du groupe 1 qui a été administré dans une période de 96 heures, on doit porter des précautions. À moins d'avoir une information plus précise sur la présence d'un médicament en particulier là, dans les excrétas, et à moins de faire une analyse de risque, évidemment. Donc, ça a évidemment des conséquences sur les soins. Si on regarde ce qui est sans contact physique ou contact léger, on verra qu'il n'y a pas de mesure particulière à appliquer. Donc, des fois, c'est assez simple. Il n'y a rien de particulier que les protections de base. Avec les contacts potentiels des liquides biologiques, là, il y aurait des protections à prendre. Ben, si vous voulez, on pourrait passer directement au tableau. J'essaie d'accélérer, Sylvie, parce qu'il est déjà 13 heures. En principe, on devrait passer à la période de questions. Bon, alors ici, vous voyez, pour autres soins, on a aussi un tableau sur le port des EPI. On a regroupé les activités sous 5 sortes. Là. Je ne vais pas les regarder toutes les 5, mais par exemple, si je regarde la deuxième case, les soins indirects ici avec contact léger, comme je disais tout à l'heure, vous voyez que pour
l'ensemble des groupes, là, il y a des noms partout. Alors, il n'y a pas rien de particulier là, à porter, c'est pas une activité à risque. Mais si on prend, je vais prendre l'avant-dernière, manipulation de la literie, vêtements inclus, là, visiblement souillés, parce qu'on a considéré aussi évidemment la literie qui portait une blouse conforme aussi. Et puis à protection faciale, on dit que pour le groupe 1, il y a 2 paires de gants conformes à porter, une blouse conforme aussi. Et puis à protection faciale, on propose on dit un nom, mais sauf s'il y a des risques d'éclaboussure. Et il y aurait une protection respiratoire aussi à porter. Alors vous voyez, je ne vais pas plus loin, en fait, je vais vous montrer des exemples là, de tableaux de pays qu'on a tout au long du guide. Un mot sur les déchets, aussi, Sylvie, oui. Oui, rapidement sur les déchets. On aborde aussi les déchets dans le chapitre, les chapitres qui concernent les soins. Donc, c'est bien important qu'ils soient bien identifiés en distinguant. Si on parle des G1, on va les considérer comme un déchet cytotoxique. Donc, vous connaissez le symbole du C avec le mot cytotoxique dessous. Ça concerne le médicament lui-même et tout le matériel qui est en contact avec le fameux G1. Les médicaments G2 et G3 les considèrent dans le guide comme des déchets pharmaceutiques. Ça concerne les médicaments et là, dans ce cas-ci, le matériel qui aurait été visiblement souillé par ce médicament-là. Donc, ça veut dire que ça peut être avoir des impacts ici sur les procédures, là, comment vous allez avoir à articuler ça au quotidien pour gérer peut-être ces déchets-là qui actuellement, ils sont peut-être considérés comme des déchets réguliers. Là. Je m'avance un peu sans savoir où vous en êtes dans la gestion des déchets. Là. Mais ça se peut, là, donc il y a ici un peu de travail d'orchestration à faire avec l'entreposage des déchets, etc. L'autre point qui est peut-être qui a des conséquences importantes, c'est ce qui concerne les culottes d'incontinence, en tout cas, à tout le moins pour certains secteurs. C'était déjà dit dans l'ancien document, mais c'est sûr qu'on le réitère, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en traitement avec un G1, dans les 96 heures qui suivent son traitement, s'il porte des culottes d'incontinence, ça doit être considéré comme un déchet cytotoxique et traité en conséquence, c'est-à-dire mis dans un contenant approprié, peut-être entreposé dans un lieu à part, avant la disposition à l'externe. Pour les G2, G3, les culottes sont plutôt traitées comme des déchets habituels, donc avec la filière que vous suivez présentement là, pour ce type de déchets-là. Pour le milieu des soins prolongés, c'est un élément qui vient quand même, qui est contraignant. Là. On en est bien conscient. C'est quelque chose qui est très... Donc, on pense à un résident qui est traité avec le méthotrexate. Ces culottes d'incontinence vont devenir un déchet cytotoxique. Oui. Qui n'est peut-être pas la façon de le traiter actuellement. Oui. Si on retrouve aussi des éléments d'entretien des surfaces. Évidemment, on recommande fortement qu'il y ait une entente, probablement comme vous avez déjà, avec les services d'hygiène et salubrité pour bien distinguer les rôles de chacun. La position, vous retrouvez dans le guide, c'est qu'on préconise que les surfaces de travail soient nettoyées par les soignants après leur utilisation, alors que le personnel d'hygiène assainirait les autres surfaces, mais ça mérite entente pour être certain de ne pas avoir des zones grises, comme vous le savez, qu'on peut retrouver dans nos établissements. Le chapitre d'hygiène détaille davantage avec des tableaux, comparativement avec l'ancienne version, des tableaux qui présentent par zone, par surface, des propositions avec des fréquences d'entretien et dans lequel aussi on précise la distinction entre décontaminé avec de l'eau et détergent qui doit être fait régulièrement avec des activités de désactivation de surface, pas de surface, mais des médicaments sur les surfaces avec un agent chimique qui peut être l'eau de Javel. Ça, c'est plus détaillé vraiment dans le chapitre d'hygiène salubrité.
On a dit tout à l'heure qu'on avait des recommandations spécifiques pour les soins d'hébergement prolongés, les résidences personnes âgées. On a rapporté des modes d'administration qu'on pensait qui sont les plus fréquentes. Donc, s'il y a d'autres modes d'administration de médicaments, il va être pertinent d'aller voir en détail le chapitre 4. Mais ce qu'on veut porter à votre attention, c'est ça va être très important, tout le système d'information pour le personnel de savoir en présence de quel type de médicament il a. Donc, est-ce que c'est un médicament dangereux, de quelle classe, parce que ça a des conséquences sur toute la suite des mesures à appliquer. Il peut y avoir des modifications dans vos pratiques actuelles sur le port d'EPI. Il va avoir besoin de porter des gants ou des blouses résistants aux produits cytotoxiques pour certaines des activités. L'injection des excrétas, comme on venait de dire, ça va avoir, si ce n'est pas déjà fait, bien, on parlait tout à l'heure des culottes d'incontinence, c'en est un bon exemple. Les déchets, il faudra peut-être acquérir des contenants conformes si ce n'est pas déjà le cas. L'entretien de la chambre, c'est sûr qu'au quotidien, on reste avec des solutions eau détergent comme actuellement, mais s'il y avait des zones partagées, on pense aux salles de toilette, peut-être des chambres dans certains cas avec un autre client qui n'est pas sous médicaments dangereux, bien, il va falloir apporter une vigilance à l'entretien des surfaces pour minimiser la contamination des lieux. Et il va y avoir peut-être des ajustements à faire dans la gestion des dégâts de liquides biologiques, qui, quand on est dans la période de précaution de 96 heures avec un G1, il va falloir les considérer comme des déversements. En tout cas, c'est nos recommandations comme un déversement de cytotoxiques. Vous faisiez tous les deux, je pense, Sylvie. On y tourne, on Vas-y, change la diapo, Sylvie. Rapidement aussi, en fait, concernant le CLSC, un peu comme pour finalement le secteur là, des soins prolongés, ce qu'on a, on a inclus les situations les plus fréquentes, et pour les autres, les moins fréquentes, on fait référence au chapitre 4, mais tout est indiqué, c'est-à-dire que quelqu'un de CLSC peut aller au chapitre 6, et si ce n'est pas décrit spécifiquement dans le chapitre, on a un lien qui nous renvoie aux bonnes sections du chapitre 4 pour certains soins qui sont moins fréquents. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, on a fait la différence entre ce qui est fait dans les locaux des CLSC versus à domicile, là. Donc c'est bien divisé. Et à domicile, ce qu'on pourrait dire, on a une série là, de recommandations qui suit le circuit du médicament, toujours dans le même principe. Mais entre autres, là, sur le retour des médicaments et des déchets, là, on a précisé des choses. Bien que les infirmières n'apportent pas le médicament à domicile, ils ramènent souvent là, les résidus, les déchets des médicaments dangereux. Donc, on a des éléments par rapport à ça. Beaucoup de conseils pour le patient et ses proches aussi. Alors, je vais sauter à la prochaine. Bon, termine avec ça. Écoutez, au printemps dernier, on apprend que NIOSH propose une nouvelle liste qui a publié mais pour consultation, ce n'est pas encore officiel, où là, il n'y aurait plus que trois groupes, mais 2 groupes. Sur le coup, ça nous a secoué un peu parce qu'on est en train de terminer un guide qui nous a pris bien du temps, qui est divisé en fonction des 3 groupes. Quand on a regardé plus près, finalement, on considère que c'est pas si mal, c'est-à-dire que maintenant, dans le groupe 1, on regroupe des médicaments dont le danger est plus homogène. Ce sont tous des médicaments cancérogènes, alors qu'il y en avait dans le groupe 2. Auparavant, ça nous embêtait, mais d'un point de vue prévention, d'un point de vue santé-sécurité, ça fait plus de sens. Et dans le groupe 2, donc ceux qui ont qui sont là pour d'autres raisons que l'aspect cancérogène, ils ont inclus les médicaments d'ancien groupe 3, donc ceux qui ont un risque sur le développement et la reproduction. Ça nous embêtait un petit peu. Et puis, évidemment, il y a plusieurs médicaments qui changent de groupe. Tout ça, ça va relativement bien.
ce qu'on propose, je saute tout de suite à la dernière, ce qu'on va probablement faire, on publie là tel quel actuellement en fonction des 3 groupes, mais ce qui pourrait être fait, ce n'est pas encore officiel, mais le scénario qu'on pense le plus probable, c'est qu'on va conserver notre guide comme il est là quand on parle de G1, ce sera les G1 de la nouvelle liste. Par contre, lorsqu'on parle du G2 de la nouvelle liste, on va probablement le diviser en 2. On va appeler les groupes 2A, ce qui était du groupe 2 pour nous auparavant, et notre groupe 3 deviendrait le groupe 2B. Alors, ça serait peut-être la façon là, qui permettrait d'éviter de chambarder tout le guide. De cette manière-là, on pense que tout ce qu'on dit G3 actuellement s'appliquerait pour un G2B, puis tout ce qui s'applique pour un G2 actuellement, mais ce serait le G2A. Ils ont retiré le BCG, nous on le conserverait, ce n'est pas un problème de le garder dans notre guide, ce n'est pas un problème. Et puis, ils ont inclus des estrogènes qui nous embêtent un petit peu. On pense peut-être proposer des traités cas par cas avec notre fameuse analyse de risque. Bon, alors, rapidement, on propose évidemment une suite là, à l'apparition du guide. De votre côté, je pense qu'il y a un travail de mise à jour des procédures, l'uniformisation aussi de vos procédures. On le propose que ça soit fait toujours par l'entremise d'un comité de travail sur les médicaments dangereux de votre établissement. De notre côté, il y aura peut-être, moi, ce que j'appelle des produits dérivés qu'on pourra faire à la suite là, du guide, de la publication du guide. Bon, évidemment, la mise à jour en fonction de l'AIH 2020. Il y a peut-être des fiches techniques, des grilles de conformité qui peuvent aider là, les établissements aussi à gérer notre guide. Éventuellement, il y a des formations. Souvent, on se fait demander si ça existe. Nous, on n'en donne pas comme tel par rapport aux médicaments dangereux, mais peut-être qu'on pourrait, avec des établissements partenaires, monter des formations pour, bon, que ce soit un secteur ou l'autre, mais ça, c'est encore à discuter. On arrête là. Il y aurait, pour le temps qui reste, peut-être un peu de questions. C'est sûr que ça... Plusieurs peut-être ont des questions, n'auront pas la chance de les poser. On est disponible, Sylvie et moi, évidemment, pour y répondre à partir de cet après-midi.